Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il a créé des startups que vous connaissez certainement. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il a commencé extrêmement jeune. Aujourd'hui, il sort donc un bouquin où il donne des conseils pour réussir sa vie de web entrepreneur. Ça s'appelle En ligne et c'est aux éditions Robert Laffont. Maxime Valette, bonjour. Bonjour. Alors, quand on vous voit, on se dit que vous êtes encore bien jeune. Je ne sais pas quel âge vous avez. 30 ans. J'ai 30 ans. Oui. 30 ans, voilà. Pour donner des conseils et pourtant, vous avez déjà une longue expérience. Première ligne de code à 7 ans, c'est ça? C'est ça. Première entreprise à 15. Oui. Et puis, premier succès avec un site, VDM, qui en a fait rire beaucoup d'entre nous. Ça existe encore, VDM? Ça existe encore, oui. Ça fait 11 ans maintenant, mais ça existe toujours. Alors, c'est quoi ce parcours exactement? Comment vous êtes passé de la première ligne de code à VDM? Moi, première ligne de code, effectivement, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Mon père a beaucoup d'ordinateurs et était fan aussi d'informatique. Il ne m'a pas poussé à coder à 7 ans, parce que c'est vrai qu'en général, on ne fait pas ça. Il m'a plus mis dans les jeux vidéo, etc. Mais finalement, moi, ce qui me plaisait, c'était comment on arrivait à écrire quelque chose qui se transformait. J'ai découvert le web juste après et Internet, évidemment. Et ça m'a permis, comme ça, de cumuler ma passion avec des passionnés. Et ce qui fait que de fil en aiguille, j'ai créé ma première boîte à 15 ans. C'était quoi? C'était un hébergeur de site web. Ouais. Et voilà, j'étais prestataire, j'avais pas mal de clients, en plus du lycée, parce que j'étais quand même étudiant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué, j'ai revendu cette boîte-là quand j'ai passé mon bac. Et après, j'ai créé Vie de Merde juste après. Donc 15 ans d'expérience professionnelle. L'expérience Vie de Merde, il faut peut-être la raconter, VDM, c'est au début l'histoire des plans foireux, comme on peut tous en avoir dans la vie. Et puis, très vite, tout le monde, les gens qui lisaient ce qui vous arrivait à vous, ont voulu participer. Et vous donnez cet exemple dans le bouquin quand vous parlez de trouver l'inspiration et la motivation. En quoi Vie de Merde, VDM, est un exemple pour trouver l'inspiration et la motivation? Moi, j'ai créé ce blog finalement qui était mes anecdotes, les anecdotes de mes amis. Et on n'avait qu'une seule ambition, c'était de partager un peu notre humour, en tout cas nos anecdotes au plus grand nombre. Au début, c'était juste pour rigoler. Et c'était même après, c'est encore un peu pour rigoler, mais on gagnait un peu d'argent. Mais disons que quand on a vu l'enthousiasme et qu'on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, là, on a compris que d'une part, nous, ça correspondait à ce qu'on voulait faire en tant qu'entrepreneur, parce que j'avais quand même créé une boîte aussi dont le but était d'éditer ces sites web. Et en même temps, la motivation profonde de pouvoir continuer à rendre les gens heureux et les faire sourire. Mais comment on passe d'un site concret pour raconter des choses drôles, cocasses, à un business model qui fait que vous arrivez à gagner de l'argent avec? C'est avant tout l'expérience. C'est vrai moi, Vie de Merde, c'était un peu mon 100e site. J'en avais créé pas mal depuis mes 10 ans jusqu'à mes 19 ans. Et on voyait tout de suite qu'avec ce principe-là, on avait créé une marque. On n'avait pas créé qu'un site. On avait vraiment créé un rendez-vous, une communauté. Et c'est ça qu'on essayait de monétiser derrière. On s'est dit, on va gagner de l'argent avec la publicité parce qu'on fait beaucoup de pages vues, mais on veut aussi faire exister la marque en dehors du site internet. C'est comme ça qu'on a écrit beaucoup de livres. C'est d'ailleurs l'introduction de ce livre-là, c'est ce paradoxe-là finalement. Mais on sait que ça a commencé sur le web, ça a terminé sur le papier. Et ça a terminé sur le papier, ça marche très très bien. On a vendu plus d'1 million de livres en France avec Vie de Merde. Parce que justement les gens se retrouvaient là-dedans. Et donc ça faisait de la publicité en plus au site et ça touchait des générations qu'on ne pouvait pas toucher nous avec juste Internet. Alors, dans le bouquin que vous sortez, qui s'appelle donc En ligne aux éditions Robert Laffont, il y a quand même plein de conseils qui sont assez basiques, comme poser les bases d'un projet sérieux ou s'entourer des bonnes personnes. Et puis, il y a des choses qui sont un peu plus originales. Par exemple, vous dites qu'il ne faut pas trop faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas trop faire confiance? Je dirais qu'il ne faut pas trop écouter les conseils qu'on va vous donner, parce que souvent, quand vous allez demander Ce qui est cocasse de l'écrire dans un livre de conseils, quand même. Voilà. Comme ça, au moins, je le dis moi-même, n'écoutez pas tous les conseils. Mais c'est déjà, en tant qu'entrepreneur, on donne souvent le conseil et l'inverse le lendemain, parce qu'en fonction de ces projets, on a toujours des histoires différentes. Mais en plus, je dirais que quand on écoute sa famille, elle va nous dire ne le fais pas, parce qu'en général, on n'a pas envie que son fils ou sa fille soit entrepreneur, parce que c'est quand même plus risqué qu'être un salarié. Et quand on écoute ses amis, ils vont toujours vous dire allez-y, vas-y, super, génial, parce que au mieux, ça fera une bonne histoire à raconter, voilà. Et puis au pire, s'il est riche, tant mieux, quoi. Et donc, on a toujours l'un ou l'autre, mais on n'a pas vraiment le vrai conseil finalement qu'on attend. Et le vrai conseil qu'on peut avoir, c'est de son marché, donc de ses clients potentiels, de ses associés qui vont mettre aussi de l'argent dedans et de leur temps. Et ces personnes-là qui sont vraiment intéressées par le projet, qu'il faut écouter, mais qu'on n'a pas forcément au début de son aventure. Vous, à un moment de votre vie professionnelle, vous avez fait trop confiance ?
Oui, je pense comme tout le monde, on est des humains et puis on a envie de le faire, on a envie de croire à la belle histoire. Donc souvent on s'associe, on met de l'argent, on perd du temps et puis au final on en retire toujours quelque chose. Et ça rejoint un peu la notion d'échec qui est quand même très importante pour un entrepreneur parce qu'on fait des échecs, on n'a pas tout le temps le succès heureusement, sinon ce ne serait pas un métier rigolo. Mais en tout cas, toutes les décisions qu'on prend, elles sont bonnes ou mauvaises. Alors, puisqu'on parle de confiance, ne pas trop faire confiance, vous dites aussi qu'il faut se méfier de l'excès de confiance et notamment ne pas se laisser griser par les premiers succès. C'est ça, il faut garder les pieds sur terre tout le temps. Surtout dans un monde des startups où on lève des fonds sur un PowerPoint ou sur quelques feuilles de papier, ça peut être très grisant pour un jeune entrepreneur parce qu'on est souvent moins de 25 ans, on a déjà vu beaucoup de gens lever 100 000, 200 000, 1 million et sur un bout de papier. Donc on se dit, tiens, l'argent, il est facile. Et on perd vite cette notion commerciale finalement, qui est une entreprise. Et gagner de l'argent, quand on a gagné 200 000 euros sur un seul chèque, après aller récupérer 50, 100, 200 euros à chaque fois. Il ne faut pas se dire qu'on les a gagnés, que c'est juste une mise de départ pour faire tourner une boîte. Exactement. Et qu'il faudra les rendre un jour. Voilà, on a affaire à des spéculateurs ou en tout cas des fonds d'investissement qui ont envie que ça marche, mais c'est de l'argent qu'il faut après dépenser de manière efficace. Et est-ce que même quand on crée un site comme VDM, que ça commence à marcher, là aussi, il faut essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas se laisser griser par les premiers succès en disant ça y est, c'est gagné? Oui, complètement. Moi, déjà, nous, ça n'a jamais été notre projet de faire un site qui fonctionne à ce point-là. Nous, on avait des rêves d'entrepreneurs comme tout le monde, d'avoir un site, de gagner notre vie avec. Mais d'imaginer que ça fasse autant le tour du monde, on n'aurait jamais imaginé. Ce qui nous a fait garder les pieds sur terre, je pense, c'est d'abord le boulot. On a toujours voulu tout faire nous-mêmes, maîtriser la marque, maîtriser tous les produits dérivés, etc. Ce qui fait qu'on s'est vraiment enseveli sous le travail, mais pour garder cette pérennité, pour développer cette marque-là. Ce qui fait que le succès, on s'en rend compte presque une fois trop tard, quoi. Alors, quand on crée une boîte, on la crée tout seul ou avec quelques associés, puis après, il faut embaucher. On devient donc des managers. Et là aussi, vous donnez des conseils pour le management et vous dites, le management par l'exemple, c'est le meilleur management possible. Qu'est-ce que ça veut dire, le management par l'exemple? Moi, dans mon cas personnel, c'est vrai que j'essaie d'être un manager modèle, dans le sens où je suis un employé modèle qui a des fonctions un peu supplémentaires. On n'est jamais dans nos bureaux, quasiment pas, parce qu'on fait des interviews comme aujourd'hui, on va voir des clients, on va voir des partenaires, on va voir nos actionnaires. Ouais, vous allez plus souvent voir les clients que vous ne faites d'interviews, heureusement d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, on essaye d'être à droite à gauche, donc on ne peut pas briller par notre présence, rarement, parce que si on est toujours derrière les employés, il y a un côté un peu flicage et qui n'est pas sain non plus. Donc moi, ce que j'essaye de donner comme exemple, c'est d'être un peu le salarié modèle qui s'implique et qui fait quelque chose pour son entreprise. Même quand il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faut que, bien que vous soyez absent, vos équipes aient le sentiment que vous soyez toujours là. Il faut qu'on soit toujours là par nos actions, directes ou indirectes. Nous, on est beaucoup fondé aussi sur le télétravail. D'une part, parce que ça apporte une souplesse et qu'aujourd'hui, c'est aussi une vraie demande de nos salariés et nos collaborateurs, mais c'est aussi une manière pour nous de tout documenter. Et donc, dès qu'on a un rendez-vous, dès qu'on a... moi, j'écris toujours tous mes rendez-vous et je partage à tout le monde. Quand on a 15 ans d'expérience professionnelle comme vous, qu'on a créé plusieurs sociétés, j'imagine qu'on a aussi connu des échecs. Et c'est pas forcément mal de se planter. C'est mal vu en France, mais il y a d'autres pays où c'est très bien vu. L'échec, c'est quoi votre plus gros raté à vous, Maxime Valette? Mon plus gros raté, je dirais que c'est d'avoir créé des entreprises qui n'ont pas marché, parce que dans ces cas-là, c'est beaucoup de temps perdu et aussi beaucoup d'argent. Et pourquoi elles n'ont pas marché? Pour plusieurs raisons. Nous, on a essayé de lancer un site qui était dans le monde du jeu vidéo, du sport électronique, qui était un peu mes premières amours, parce que j'ai démarré dans le sport électronique avant de créer ma première boîte, donc c'était vraiment il y a très longtemps. Et on s'est associé dans un milieu qui était lié aussi au milieu du jeu en ligne et de la réglementation sur le pari en ligne, le pari sportif. Et donc là, on est arrivé dans un milieu, finalement, tout était beaucoup trop ficelé par rapport à ce qu'on s'imaginait. Donc on était dans un cadre qui était juridiquement valable, mais commercialement compliqué. Est-ce que c'est aussi parce que c'était trop tôt et que vous étiez trop en avance par rapport à l'essor et à l'envolée de l'e-sport, comme on peut le connaître aujourd'hui? On était en tout cas trop tôt par rapport à la réglementation qui était sur ce milieu-là. Et après, on était aussi, je pense, pas forcément impliqué dans ce domaine-là. C'est un peu ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'il faut aussi connaître ses motivations, ce qu'on a envie de faire et un peu aussi son environnement et là où on est crédible. Alors, au-delà du bouquin, vous avez monté une nouvelle entreprise qui s'appelle Beta Series. C'est quoi le principe? Alors, Beta Series, c'est une application qui a vu le jour il y a une dizaine d'années maintenant, parce que je l'ai créée en même temps que Vinmerd. Mais au début, c'était un projet personnel qui était dédié aux séries télé. Et le but, c'est d'avoir une sorte de to-do list, de calendrier des épisodes qu'on a regardés et au fur et à mesure, pouvoir noter les épisodes qu'on a vus et donner une note.
D'accord. Et les partager avec ses amis? Et les partager avec ses amis, c'est à la fois un réseau social et un calendrier pour les séries et pour les films. Donc on a la base la plus complète en France de séries et de films. On a une communauté de plus d'1 million de membres aujourd'hui. Et on a un business model qui est assez singulier puisqu'il repose sur le big data et sur l'analyse de ces données-là. Donc nous, on les analyse de manière complètement anonyme pour nos clients qui sont des chaînes de télé, des producteurs, des créateurs de séries. Vous étiez passionné de séries à la base? Oui, mais c'est pour ça que j'ai créé Beta Série. C'était un besoin personnel, un peu comme Vinmerd, quelque part. On était un peu dans cette thématique-là. Et c'était un besoin personnel que j'avais envie de partager avec d'autres. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à créer une communauté. Et maintenant, c'est devenu un business qui tourne. Est-ce que finalement, c'est ça la clé de la réussite? Est-ce qu'une entreprise, une bonne idée, elle doit forcément partir d'une expérience personnelle et d'une envie personnelle ou d'un manque? On se dit, bah tiens, ça n'existe pas. Moi, ça m'intéresse, ça devrait en intéresser d'autres. Est-ce que c'est ça la vraie clé de la réussite aujourd'hui dans les startups? Et je pense qu'il faut exactement analyser ça. Donc, c'est-à-dire voir où est le manque, mais surtout qu'est-ce que moi, je peux apporter à ce manque-là. Moi, je sais que je suis bon techniquement, que je sais faire des choses, que je peux bricoler un site. Donc, je sais que je peux apporter une technique à un domaine d'activité. Dans le cas de Beta Série, moi, j'apporte au domaine du divertissement, des médias, de l'audiovisuel, un apport technique plus un apport de data qui est aujourd'hui la force de Beta Série. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut déjà se dire qu'est-ce que moi, j'apporte comme valeur. Limite, peu importe le domaine, il faut être assez curieux pour avoir un domaine qui nous intéresse. Et après, j'apporte cette valeur-là à mon domaine et c'est là où on crée l'innovation finalement, ces deux domaines qui se rencontrent. Le conseil, s'il n'y en avait qu'un à ressortir de ce bouquin, s'il n'y en avait qu'un, ce serait quoi? De jamais entreprendre seul. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on voit que l'essor de l'auto-entreprise, du micro-entrepreneur, etc. est un vrai domaine. Mais quand on entreprend, même si on est tout seul actionnaire de sa société, on a toujours des collaborateurs, on a toujours des partenaires, on a toujours ses clients, quoi qu'il arrive, j'espère pour les entrepreneurs. Et dans ces cas-là, il faut toujours imaginer qu'on est dans un monde où on doit écouter les règles du jeu en permanence. Mais c'est compliqué de ne pas être tout seul. C'est compliqué de trouver les bons partenaires, les bons associés. C'est compliqué, d'autant plus que quand on est un entrepreneur, on se dit toujours j'ai une bonne idée, j'ai pas envie de la donner aux autres parce que j'ai peur qu'on me la pique. Et je pense que c'est la première mauvaise idée quand on a une bonne idée, c'est de le garder pour soi. Merci beaucoup Maxime Valette. Voilà, le livre il s'appelle En ligne, conseils et astuces pour devenir un web entrepreneur à succès. C'est aux éditions Robert Laffont. Si vous avez envie de vous lancer dans cette formidable aventure qu'est l'entrepreneuriat, parce qu'il faut quand même dire que c'est une formidable aventure, achetez-le, ça coûte 18 €. Voilà, c'est un petit investissement, il n'y a pas besoin de lever des fonds pour ça. Merci beaucoup Maxime Valette d'avoir été l'invité d'Ecorama.